Au cours des dernières années, la généalogie génétique est devenue, de manière assez inattendue, un nouvel outil dans l'arsenal des enquêteurs de police, car elle a permis d'arrêter divers criminels grâce à des éléments tels que les tests ADN. Ces tests avaient initialement été conçus pour permettre aux gens de créer leur arbre généalogique, mais désormais, utilisés dans des enquêtes criminelles, ils ont contribué à l'arrestation de nombreux tueurs en série avant que leur liste de victimes ne s'allonge considérablement. Bien sûr, la plupart des meurtriers parviennent encore à se déplacer librement durant les premiers jours de leur sanglante série, se cachant à la vue de tous, ce qui signifie qu'il n'est pas rare qu'ils laissent plusieurs victimes derrière eux avant d'être capturés. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 2000 et 2010, avec un homme qui, selon toutes apparences, semblait tout à fait normal et équilibré aux yeux de ceux qui le connaissaient. Malheureusement, comme pour de nombreux tueurs en série, son apparence extérieure n'était qu'un masque dissimulant son sang-froid, sa cruauté et son absence totale de conscience. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique Décharge. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Passons au cas. Robert Tyrone Hayes est né le 12 mars 1982 à West Palm Beach, en Floride, et il a été principalement élevé par sa mère après que son père a été assassiné peu de temps après sa naissance. Malheureusement, il semble que ce meurtre ait eu un effet émotionnel dévastateur sur la veuve, car Robert, en grandissant, a été victime à plusieurs reprises de mauvais traitements de la part de sa propre mère. Il n'est pas tout à fait clair de quel type de maltraitance il s'agissait, mais il est probable qu'il ait également été victime d'abus sexuels. Et si cela s'est réellement produit, ce ne serait pas la seule fois où le garçon aurait subi des agressions sexuelles pendant son enfance, car alors qu'il était encore adolescent, un autre membre de la famille l'aurait contraint à un acte sexuel contre sa volonté. Autrement dit, ces événements ont profondément influencé la personne que Robert est devenu plus tard. Et ce ne sont pas seulement les abus sexuels qui ont laissé des traces sur lui. Durant sa scolarité, il a souvent été la cible de harcèlement à cause de son surpoids. Pourtant, même si toutes ces choses s'accumulaient lentement en lui, créant un tourbillon de douleur et de colère, en apparence, il semblait être un garçon tout à fait ordinaire. En réalité, ses amis et les membres de sa famille le décrivaient souvent comme quelqu'un de toujours prêt à aider lorsqu'on avait besoin de lui. Il était amical, drôle, affectueux et se souciait sincèrement des personnes qui l'entouraient, y compris de ses 3 frères et sœurs aînés. De plus, Squeaky, comme l'appelaient ses camarades, était une personne très vocale lorsqu'il s'agissait de s'opposer à l'injustice. C'est pourquoi il n'était pas surprenant que les gens autour de lui l'apprécient. Bien sûr, peu de gens savaient ce qu'il avait réellement vécu dans son enfance. Ce que les gens savaient, c'est qu'il était un jeune homme ambitieux, dont l'amour pour la poésie égalait son désir d'en apprendre davantage sur le système judiciaire, dans le but d'utiliser ses connaissances pour aider les autres. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en l'an 2000, Robert s'est inscrit à l'université Bethune-Cookman à Daytona Beach, où il a étudié le droit pénal. Pendant ses études, il a également participé à diverses activités parascolaires, comme les équipes de supporters. Mais il semble que son activité préférée était le sexe. À l'âge adulte, Robert menait une vie sexuelle très active, ce qui était bien connu dans son entourage. Il n'était pas rare qu'il assiste à des soirées sexuelles dans la région ou qu'il fréquente des travailleuses du sexe. À un moment donné, il avait même invité un membre de sa famille à l'accompagner à l'une de ces soirées. Bien que cela puisse sembler étrange à certains, la plupart des gens de son entourage ne voyaient là rien de problématique. En fin de compte, Robert ne faisait rien d'illégal. Il explorait simplement sa sexualité de la manière qui lui convenait. Cela ne l'empêchait pas d'entretenir en parallèle des relations amoureuses plus classiques, puisqu'il a eu au moins une relation sérieuse avec une femme durant ses études à l'université Bethune-Cookman. À un moment donné, il a même eu un enfant avec cette femme. Mais il semble que ni l'enfant ni la femme
n'ait continué à faire partie de sa vie à long terme, car vers la fin de ses études, au milieu des années 2000, il n'existait plus aucune trace indiquant qu'il ait encore eu un quelconque contact avec eux. Il semblait être à nouveau seul, et cela signifiait qu'il se sentait libre d'explorer toutes ses passions, l'une d'elles étant le désir de se lancer dans la restauration. À un moment donné, Robert a développé un vif intérêt pour la cuisine et a décidé que c'était un domaine dans lequel il voulait se lancer. Malheureusement, il semble qu'il n'ait jamais réussi à ouvrir sa propre entreprise. Le plus proche qu'il ait atteint était un emploi temporaire en tant que cuisinier. Et peut-être cela a-t-il ravivé en lui d'anciens sentiments de colère et de frustration. Certes, il menait une vie plutôt confortable, du moins selon l'opinion générale. Il avait de bons amis, une vie sexuelle active et était sur le point de décrocher son diplôme en droit pénal. Mais manifestement, quelque chose manquait dans la vie de celui qui allait devenir connu sous le nom du tueur de Daytona Beach. Est-ce la raison pour laquelle il a commencé à commettre des délits, comme des petits vols ou des troubles à l'ordre public? C'est possible, mais heureusement pour lui, aucun de ces incidents n'a eu de conséquences majeures, car les accusations ont été abandonnées avant que les affaires ne soient portées devant les tribunaux. Peut-être cela l'a-t-il amené à penser qu'il pouvait également échapper à des crimes bien plus graves, ce qui nous conduit peut-être au moment où, en décembre 2005, seulement quelques mois avant l'obtention de son diplôme, il a tué sa première victime. Bien entendu, personne ne savait alors qu'il était l'auteur du crime. La police savait seulement que, le 26 décembre de cette année-là, une femme de 45 ans nommée Laketa May Gunther avait été retrouvée morte dans une ruelle près de chez elle. Comment avait-elle fini là? 2 nuits plus tôt, la veille de Noël, après avoir prévu un dîner avec son amie Stacy Dittmer, elle avait disparu alors qu'elle travaillait dans l'industrie du sexe. Oui, Laketa était travailleuse du sexe, et c'est presque certainement ainsi qu'elle avait rencontré Robert Hayes, car on savait déjà qu'il avait pour habitude de fréquenter ses services. Bien que l'on ne sache pas exactement comment leur rencontre s'est déroulée, il est facile de supposer qu'après l'avoir payée et l'avoir emmenée dans un endroit plus isolé, sous prétexte d'y avoir un rapport sexuel, Robert a déversé sur elle toute sa frustration, la tuant d'une balle dans la tête. En réalité, il lui a été très facile de s'en sortir après ce crime, car comme l'histoire l'a souvent montré, les disparitions de travailleuses du sexe ne sont que rarement une priorité pour les enquêtes policières. C'est probablement la raison pour laquelle, lorsque l'amie de Laketa, Stacy, a signalé sa disparition, après qu'elle ne se soit pas présentée au dîner, il s'est écoulé encore 2 jours avant que son corps ne soit retrouvé. Ainsi, maintenant qu'il avait commis un meurtre et pensait ne jamais être découvert, Robert a probablement ressenti un regain de confiance pour poursuivre dans cette voie, car quelques semaines plus tard, il frappait à nouveau. Cette fois, sa victime était une autre travailleuse du sexe local, Julie Green, âgée de 34 ans. Comme dans le cas de Laketa Gunther, la police a retrouvé son corps le 14 janvier et la cause du décès était une balle dans l'arrière de la tête, ce qui suggérait une exécution de style militaire. Bien que tout indiquait clairement la présence d'un tueur en série, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace ADN sur la scène du crime, pouvant les aider à identifier l'auteur. Le seul indice retrouvé était l'empreinte de pneus près du corps. L'analyse a révélé que les pneus appartenaient à une Ford Taurus de l'année 2003 ou à une Mercury Sable. Au début, ils espéraient que cette piste les conduirait à l'identité du tueur, mais il s'est avéré que ces informations n'avaient pas aidé l'enquête. À ce stade, la police ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre et d'espérer que le tueur fasse une erreur qui les mènerait jusqu'à lui. Malheureusement, ils n'ont pas eu à attendre longtemps. Un peu plus d'1 mois plus tard, il a de nouveau frappé. Le 24 février 2006, le jour du 29e anniversaire de l'auteur du rapport, la police a découvert, suite à un appel anonyme, le corps d'une aide-soignante de 35 ans nommée Iwana Patton.
Il était facile de deviner qu'Ioana, tout comme les victimes précédentes, était une travailleuse du sexe et qu'elle avait été tuée d'une balle dans la tête. Mais cette fois-ci, la blessure n'était pas à l'arrière de la tête mais au niveau du front. Ce détail laissait penser que, contrairement aux autres victimes, Ioana avait compris ce qui se passait et tenté de se défendre avant d'être maîtrisée. Ce détail n'a fait qu'accroître la peur dans la population, car il était désormais évident qu'un tueur en série circulait librement et tuait sans aucune conséquence. Les similitudes entre ce meurtre et les deux précédents étaient trop frappantes pour qu'il puisse s'agir d'une coïncidence. Il devenait évident qu'une seule et même personne était responsable de ces crimes. La peur s'est intensifiée lorsque les autorités ont montré qu'elles avaient énormément de mal à identifier un suspect. Même si des traces ADN et des douilles de balles avaient été retrouvées, indiquant que le tueur utilisait un pistolet Smith & Wesson Sigma Series VE de calibre 40, ces informations n'étaient pas suffisantes pour identifier le coupable. Malgré de nombreux interrogatoires, y compris un entretien avec Robert Hayes, aucun n'a permis d'obtenir des preuves concrètes permettant de faire avancer l'enquête. Au contraire, celle-ci semblait s'enliser de plus en plus, tandis que le tueur continuait de courir librement, avec la possibilité de frapper à nouveau. À part les preuves ADN et l'identification de l'arme, la police n'avait pas grand-chose sur quoi fonder son enquête. Tout ce qu'ils avaient, c'était des théories et des suppositions. Leur meilleure hypothèse était que le tueur était probablement un homme blanc, agissant seul ou avec une complice qu'il détestait et qu'il utilisait ses victimes pour assouvir sa haine. Bien sûr, les enquêteurs n'étaient pas les seuls à élaborer des théories. Pris de panique à cause du tueur en série, les habitants de Floride se mirent eux aussi à spéculer sur l'identité de celui que les médias locaux et nationaux avaient surnommé le tueur de Daytona Beach. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un chauffeur routier, car cela lui permettrait de se déplacer discrètement et de suivre ses victimes sans éveiller les soupçons. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un militaire ou même d'un policier, ce qui expliquerait pourquoi il parvenait si facilement à échapper à l'arrestation. Une autre théorie supposait que le tueur nourrissait une haine personnelle envers les travailleuses du sexe, puisqu'elles étaient les seules cibles des attaques. C'est pourquoi la communauté des travailleuses du sexe à Daytona Beach devint extrêmement vigilante, notant les plaques d'immatriculation et les descriptions de chaque client, au cas où ces informations s'avéreraient utiles un jour. Mais aucune de ces théories n'était exacte. La vérité, c'est que Robert Hayes n'était ni chauffeur routier, ni militaire, ni policier. C'était un homme apparemment ordinaire qui avait passé la majeure partie de son temps, après l'université, à travailler comme cuisinier. Ce travail fut peut-être une source de frustration pour lui, étant donné qu'il avait un diplôme en criminalistique, mais n'était pas parvenu à trouver un emploi dans ce domaine. Le seul réel problème juridique qu'il connut après ses études fut une arrestation pour conduite sans permis valide, car celui-ci avait expiré en 2007. Il n'avait pas de casier judiciaire susceptible de le désigner comme suspect, ce qui explique en partie pourquoi il avait été écarté dès les premières phases de l'enquête. Même lorsque les enquêteurs découvrirent que Robert avait acheté un pistolet de calibre 40, le même que celui utilisé dans les meurtres de Laketa Gunter, Julie Green et Ioana Patton, quelques mois avant la découverte des corps, cela ne suffisait pas à établir un lien direct avec les crimes. L'achat de l'arme était tout à fait légal et ne constituait en rien une preuve incriminante. Lorsque les policiers l'interrogèrent à ce sujet, Robert déclara simplement qu'il avait acheté le pistolet comme cadeau pour sa mère. Les enquêteurs n'avaient aucune raison de douter de lui, d'autant plus que leur profil criminel indiquait qu'il devait rechercher un homme blanc, et Robert était noir. Quoi qu'il en soit, après une courte conversation, ils décidèrent qu'il n'y avait pas assez de preuves pour l'approfondir. Dans les mots du chef de la police de Daytona Beach, Craig Capri, qui commenta plus tard cette décision après l'arrestation de Robert. Son nom était déjà apparu dans l'enquête, mais nous n'avions pas suffisamment de preuves pour le relier au crime,
Nous avons interrogé tellement de gens, littéralement des centaines, et il n'était que l'un d'eux. Évidemment, aucun de ces autres individus n'a été accusé de triple meurtre, car aucun n'était le véritable coupable. La décision de la police de se concentrer principalement sur des suspects blancs s'est révélée être une erreur majeure, car elle a permis au véritable tueur de passer entre les mailles du filet et de disposer de suffisamment de temps pour tuer à nouveau. D'un autre côté, statistiquement parlant, la majorité des tueurs en série sont bien des hommes blancs. On ne peut donc pas dire que la police ait commis une faute grave en suivant les profils criminels standards. Ils s'appuyaient sur les données disponibles et appliquaient des méthodes qui, historiquement, s'étaient avérées efficaces. Cependant, dans ce cas précis, cette méthode ne porta aucun fruit. Le tueur était toujours en liberté et personne n'avait la moindre idée de son identité. Néanmoins, il ne fallait pas exclure ceux qui ne correspondaient pas parfaitement au profil, car les profils criminels peuvent parfois se révéler erronés. Après avoir attendu un certain temps, probablement pour que la situation se calme et que l'attention de la police se détourne, Robert trouva sa 4e victime le 11 décembre 2007. Il s'agissait de Stacey Charlene Gage, âgée de 30 ans. Stacey vivait avec sa grand-mère et son jeune enfant. Ce jour-là, elle avait quitté la maison pour aller acheter un sac de glace. Mais quelque part en chemin, elle croisa la route de Robert, une rencontre qui allait lui être fatale. Bien qu'elle ne soit plus travailleuse du sexe au moment de son assassinat, Stacey ne correspondait pas au profil des victimes précédentes. Toutefois, elle avait un passé dans l'industrie du sexe, ce qui laisse supposer que Robert l'aurait prise pour une professionnelle encore active et l'aurait abordée avec l'intention de l'engager avant de la tuer. On sait également que Stacey consommait de la drogue et avait un casier judiciaire pour divers délits mineurs. La capitaine Gina Baker du commissariat de Holly Hill déclara plus tard qu'elle connaissait Stacey, la décrivant ainsi « C'était comme des montagnes russes avec elle. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en novembre, et il semblait qu'elle avait recommencé à consommer de la drogue. Elle replongeait dans ce tourbillon. Il est donc possible que, le soir de sa mort, elle ait tenté d'acheter de la drogue à Robert, le prenant pour un dealer. Peut-être lui a-t-elle même proposé des relations sexuelles en échange, ce qui aurait pu déclencher sa colère et le pousser à la tuer dans un accès de rage. Bien entendu, tout cela n'est que spéculation, car Robert n'a jamais évoqué cet événement. Les véritables détails de ce qui s'est passé entre eux ne seront peut-être jamais connus. Néanmoins, compte tenu des circonstances et des éléments disponibles, ce scénario paraît plausible. Au final, ce qui reste, c'est le résultat. Stacey Gage est morte d'une balle dans la tête cette nuit-là. Son corps ne fut cependant pas retrouvé immédiatement. Il fallut attendre près d'1 mois, jusqu'au 2 janvier 2009, pour qu'une personne remarque son cadavre sur une route isolée près de chez elle. Quant à son fourgon, il fut retrouvé plus tard sur le parking d'un complexe résidentiel voisin, ce qui indiquait que le tueur avait abandonné le véhicule là, après s'être débarrassé du corps. Étant donné les similitudes avec les 3 précédents meurtres, il ne fallut pas longtemps à la police pour comprendre qu'il s'agissait du même auteur. Il était clair que la peur revenait hanter la population. Ceux qui croyaient que la vague de meurtres était terminée comprirent que les assassinats continuaient et de manière encore plus brutale, et ce n'étaient pas seulement les citoyens qui avaient peur. La police, consciente du peu de progrès réalisés auparavant, ressentait désormais tout le poids de sa mission. À cette époque, le chef de la police de Daytona Beach, Mike Chitwood, fit une déclaration après la découverte du corps de Stacey Gage. Ça vous donne la chair de poule. Quand vous regardez le profil des victimes, le passé de Stacey, la topographie des lieux où les corps ont été retrouvés et d'autres signes sur les scènes de crime, vous commencez à vous demander « Sommes-nous en train de revenir sur le même chemin ?» C'était une conclusion terrifiante, mais qu'on ne pouvait plus nier. Le meurtre de Stacey ressemblait étrangement à ceux de Laketa, Julie et Iwana.
Et bien que Chitwood ait refusé d'entrer dans trop de détails, par respect pour les victimes et parce que l'enquête était toujours en cours, il révéla quelques éléments clés au public. Les 4 victimes avaient un passé dans l'industrie du sexe, toutes avaient été tuées d'une balle dans la tête et leurs corps avaient été abandonnés nus dans des lieux relativement isolés de la ville, mais ces lieux n'étaient pas si reculés qu'on puisse croire que le tueur cherchait à dissimuler les corps. Au contraire, on aurait dit qu'il voulait qu'on les retrouve ou qu'il ne craignait tout simplement pas d'être découvert. Les corps étaient laissés à des endroits où il n'était qu'une question de temps avant qu'on ne les voie. À ce moment-là, la police de Daytona Beach décida de former une cellule spéciale. Elle comprenait 4 enquêteurs à temps plein sur l'affaire, ainsi que plusieurs agents du département de l'application des lois de Floride qui apportaient régulièrement des informations et de l'assistance. Le problème, toutefois, était qu'ils travaillaient encore sur la base d'un profil erroné. Dès 2008, leur profil indiquait que le tueur était un homme blanc, possiblement aidé par une compagne dans ses crimes. Il parcourait alors la région pour prélever des échantillons d'ADN auprès de conducteurs correspondant à ce profil, mais en vain, car ces pistes ne pouvaient jamais les mener au vrai coupable. Il n'est donc pas surprenant que le tueur ne fût jamais arrêté et au fil des 8 années suivantes, l'affaire tomba presque dans la catégorie des cold cases, jusqu'au 7 mars 2016. Ce jour-là, le pire cauchemar des enquêteurs se réalisa. Un autre corps fut retrouvé près de l'autoroute, non loin de Jupiter, en Floride. La victime était Rachel Elizabeth Bay, âgée de 32 ans, également travailleuse du sexe dans la région de Floride, retrouvée par un ouvrier routier tôt le matin. Elle avait été vue pour la dernière fois quelques jours plus tôt, marchant téléphone à la main à West Palm Beach. Bien que le téléphone n'ait pas été retrouvé près d'elle, il resta actif encore quelque temps. Les données extraites à distance indiquèrent qu'il se trouvait à West Palm Beach, la même zone où vivait Robert, bien que la police ne le sache pas encore à ce moment-là. Même si elle l'avait su, Rachel n'avait pas été tuée de la même manière que les 4 autres victimes. Elle avait été brutalement battue et étranglée. Quand Robert eut fini avec elle, il jeta son corps à plus de 15 mètres sous l'autoroute Beeline Highway. Au début, tout laissait penser qu'il s'agissait d'un autre tueur. Mais lorsque l'ADN trouvé sur la main de Rachel fut comparé à celui retrouvé sur les scènes des meurtres de Laketa, Julie, Iwana et Stacy, il devint évident que le tueur de Daytona Beach était bel et bien de retour. Cette fois, il semblait que Robert avait évolué, ou régressé selon le point de vue, vers des méthodes de meurtre encore plus brutales. Car, comme dit précédemment, il ne s'agissait plus d'un tir froid dans la tête. Non, c'était une attaque sauvage qui laissa la victime avec la mâchoire brisée et les dents éclatées. Il semble que Rachel, tout comme Stacy Gage avant elle, ait tenté de se défendre, mais ait succombé à l'attaque. Cela engendra un nouveau sentiment d'urgence chez les enquêteurs pour enfin stopper ce tueur. Heureusement pour eux, ils disposaient désormais d'un nouvel outil, la généalogie génétique. La généalogie génétique s'était démocratisée auprès du grand public au milieu des années 2010, grâce à l'émergence de sociétés comme 23andMe. Mais alors que pour la majorité, il ne s'agissait que d'un moyen ludique de découvrir son arbre généalogique, de connaître ses origines culturelles ou de déceler des prédispositions à certaines maladies, les forces de l'ordre comprirent rapidement que cela pouvait servir à identifier des meurtriers à partir d'indices ADN. En résumé, le tout fut probablement le mieux expliqué par Lori Napolitano, consultante en généalogie génétique et conseillère pour DNA Family Connections. Elle déclara « La généalogie génétique apporte des pistes aux enquêtes en se basant sur les correspondances ADN avec des proches, figurant dans des bases de données généalogiques. Les enquêteurs ont transmis le profil ADN de la scène de crime et obtenu une liste de correspondances. Ces correspondances sont des personnes qui partagent de l'ADN avec le suspect. Plus l'ADN partagé est important,
plus le lien de parenté est étroit. C'est véritablement devenu un outil que les autorités pouvaient utiliser dans les affaires criminelles après le procès de William Earl Talbot au printemps 2016, car c'est précisément à ce moment-là que, grâce à la généalogie génétique, les procureurs ont réussi à réduire la liste des suspects et à utiliser les preuves recueillies pour démontrer que Talbot avait tué un jeune couple en 1987. Vous pouvez regarder ma vidéo sur cette affaire, le lien se trouve dans la description. Ainsi, avec ces outils qui ont complètement changé les règles du jeu en matière d'obtention de condamnation, les enquêteurs en charge de l'affaire du tueur de Daytona Beach n'ont pas perdu de temps et ont immédiatement appliqué cette méthode aux preuves ADN qu'ils avaient à conserver dans le dossier de leur mystérieux suspect. Et lorsqu'ils ont introduit ces preuves dans le système, celui-ci a analysé un vaste réseau de correspondances avant de révéler un seul nom, Robert Hayes. Évidemment, cela a surpris les enquêteurs, car ils avaient déjà interrogé Robert au sujet de son éventuelle implication dans les meurtres, sans avoir trouvé de lien évident. En réalité, il leur semblait être la dernière personne au monde à pouvoir être un tueur, puisqu'il paraissait parfaitement équilibré, quelqu'un qui, comme nous l'avons déjà mentionné, était très apprécié dans son entourage. Mais une preuve ADN reste une preuve ADN, et c'est pourquoi ils ont décidé de commencer à suivre Robert, dans l'espoir de recueillir un échantillon direct qui permettrait de prouver de manière irréfutable qu'il était bien l'homme qu'ils recherchaient. Cela mena à l'événement du 13 septembre 2016, lorsque l'unité de surveillance du comté de Palm Beach aperçut leur principal suspect en train de fumer une cigarette en attendant le bus près de son domicile. Bien entendu, avant de monter dans le bus, il jeta son mégot de cigarette. Dès qu'il s'en alla, les enquêteurs récupérèrent immédiatement le mégot avant qu'il ne soit contaminé. Ce qu'ils recherchaient, c'était un échantillon d'ADN correspondant à celui retrouvé sur les scènes de crime. S'ils l'obtenaient, il n'y aurait plus aucun doute sur le fait qu'il était bien le tueur de Daytona Beach. Et c'est exactement ce qu'ils trouvèrent. Les preuves établissaient un lien direct entre cet habitant de West Palm Beach et non seulement les meurtres de Laketa Gunter et Julie Green, mais aussi les meurtres plus récents de Stacey Gage et Rachel Bay. Certes, aucune preuve ADN directe ne liait Robert au meurtre d'Iwana Patton, mais compte tenu des similitudes avec les autres victimes, notamment les deux premières, les enquêteurs étaient convaincus qu'il était également responsable de ce crime. Ainsi, le 15 septembre 2019, les autorités procédèrent à l'arrestation du tueur de Daytona Beach à son domicile de West Palm Beach en Floride. Au départ, il ne fut inculpé que pour le meurtre de Rachel Bay, et les autorités déclarèrent lors d'une conférence de presse tenue le jour même, le samedi 14 septembre 2019, le département de biologie médico-légale du ministère de la Sécurité publique de Floride a terminé l'analyse ADN. Les résultats sont les suivants. Le profil ADN identifié est plus de 700 milliards de fois plus susceptible de provenir de Robert Tyrone Hayes que de toute autre personne non apparentée. Interrogé sur l'erreur d'avoir relâché Robert après le premier interrogatoire en 2006, les autorités déclarèrent « Au fil des années, dans le domaine de l'application de la loi, nous ne concluons jamais un dossier en disant « Très bien, l'affaire est close ». Nous continuons à travailler et à travailler, en utilisant l'ADN et d'autres technologies pour tenter de résoudre chaque dossier non élucidé et d'apporter un peu de paix aux victimes et à leurs familles. S'adressant ensuite aux frères de Rachel Bay présents à la conférence, ils ajoutèrent « L'équipe que vous voyez ici n'abandonnera jamais, au grand jamais. Peu importe s'il s'agit d'une année, de 10, 20 ou 30 ans, nous continuerons à travailler chaque jour, chaque heure, jusqu'à ce que nous arrêtions ces monstres qui commettent de tels actes. Car je peux vous le dire, si nous n'avions pas mis cette personne derrière les barreaux, elle aurait recommencé, et une autre personne innocente serait morte. Oui, bien qu'il soit évident qu'une erreur grave ait été commise au début,
lorsqu'on n'avait pas arrêté le tueur pendant les premières phases de ses crimes, la situation s'est au moins partiellement corrigée, car il était désormais en détention et ne pouvait plus faire de mal à personne. Lori Napolitano, responsable de l'équipe de généalogie génétique qui a contribué à l'arrestation de Robert, se déclara également satisfaite d'avoir pu offrir aux familles des victimes un certain sentiment de justice, ce qui transparaissait dans sa déclaration lors de cette même conférence de presse. Elle déclara « J'aimerais exprimer mes plus sincères condoléances à la famille de Rachel Bay. Sachez que nous avons passé d'innombrables heures sur cette affaire afin de la résoudre et de rendre sa voix à Rachel. » Mais ces 5 meurtres étaient-ils les seuls dans lesquels Robert Hayes était impliqué? Étant donné l'écart de temps entre sa 4e et sa 5e victime, il était raisonnable de penser que d'autres corps restaient encore à découvrir. En réalité, certains affirmaient qu'au moins 3 autres morts pouvaient être attribués au tueur de Daytona Beach, Regan Kendall, âgé de 48 ans, Kelly Lanthorn, âgé de 37 ans, et Lisa Marie French, âgée de 39 ans. On pense qu'elles auraient été tuées par Robert en raison des similitudes suspectes entre leur mort et celles des 5 femmes qu'il avait déjà assassinées. Dans le cas de Lisa Marie French, elle aussi était travailleuse du sexe. Cependant, ces dernières années, même certains hauts responsables de l'application des lois ont commencé à s'éloigner de l'idée que Robert avait tué plus de 5 victimes connues, faute de preuves suffisantes permettant d'affirmer que toutes ces femmes avaient été tuées par la même personne, qui qu'elle soit. C'est également ce que déclarèrent les autorités lorsque des gens émirent des théories similaires, affirmant que Robert était aussi le mystérieux Eastbound Strangler, responsable du meurtre de 4 femmes à Atlantic City en 2006. Et comme si cela ne suffisait pas à remettre en cause la possibilité que Robert ait commis d'autres meurtres, l'idée que Lisa Marie French était l'une de ses victimes fut sérieusement mise en doute lorsque le multirécidiviste Jerry Lee Williams avoua plus tard devant la justice l'avoir agressée sexuellement et étranglée. Évidemment, certains diront que la police a obtenu un faux aveu sous pression et que le véritable coupable était en réalité Robert depuis le début, mais cela semble être une exagération à ce stade. Néanmoins, cela laisse place à la réflexion sur l'ampleur réelle des crimes qu'il a pu commettre. Après tout, comme l'a souligné le Orlando Sentinel dans un article datant de 2010, en évoquant une vague de meurtres qui secouait la région, selon le FBI, 28 meurtres non élucidés en Floride sont liés à des tueurs en série que le bureau soupçonne d'être des chauffeurs routiers longue distance. Ces meurtres incluent 19 morts le long du corridor de l'Interstate 4 entre Tampa et Daytona Beach. Mais encore une fois, tout lien entre Robert et ses homicides reste purement théorique. Ce qui ne l'est pas en revanche, c'est le fait qu'il a ôté la vie à Laketa Gunter, Julie Green, Iwana Patton, Stacy Gage et Rachel Bay. C'est pourquoi, peu après son arrestation, il fut transféré à la prison du comté et également inculpé pour les meurtres de 4 de ses 5 femmes, Laketa, Julie, Iwana et Rachel. Pourquoi pas Stacy Gage alors? Eh bien, même si la police était convaincue d'avoir arrêté le bon individu dans cette affaire, il n'y avait tout simplement pas suffisamment de preuves concrètes pour le démontrer. Peut-être ont-ils décidé, par crainte que l'inclusion de sa mort n'affaiblisse l'ensemble du dossier, de ne pas demander de condamnation pour son meurtre. Il ne fait aucun doute que ce fut une nouvelle difficile pour la famille Gage, car cela signifiait que même si Robert Hayes était reconnu coupable, ils n'obtiendraient jamais une véritable justice pour leurs proches. Mais malgré cela, ils pouvaient encore trouver un certain réconfort dans le fait que, désormais confronté à 4 accusations de meurtre au premier degré, le tueur de Daytona Beach ne sortirait probablement jamais de prison. Il restait toutefois à organiser le procès et il s'agissait d'un dossier passible de la peine de mort. Pour la défense, c'était une situation particulièrement délicate,
car toutes les preuves pointaient vers la culpabilité de Robert. Même si l'issue du procès semblait évidente, ses avocats espéraient au moins lui éviter la peine capitale que le procureur avait déjà confirmé vouloir demander. Une partie de la raison pour laquelle les procureurs étaient aussi confiants de pouvoir obtenir cette peine, en plus des preuves ADN irréfutables retrouvées sur au moins 4 des 5 victimes, était le témoignage inattendu d'une survivante rare de sa violence. En effet, ce fut un choc pour Robert et son équipe de défense lorsque le procès débuta le 11 février 2022 d'apprendre que le ministère public avait retrouvé une femme, dont l'identité n'a pas été révélée, prête à témoigner sur sa propre rencontre avec le tueur qui avait eu lieu en 2005 lorsque Robert avait tenté de la tuer lors d'une attaque brutale. Heureusement pour elle, elle avait réussi à sortir vivante de cette rencontre avec des blessures physiques mineures. Cependant, les cicatrices émotionnelles persistaient et maintenant qu'elle avait la possibilité d'aider à faire tomber celui qui l'avait agressée, elle souhaitait la saisir. Bien sûr, la défense fit tout ce qu'elle put pour discréditer cette femme, arguant que son accusation n'était soutenue par aucune preuve autre que ses propres paroles. Lorsqu'il s'agissait de contester l'implication de Robert dans les autres meurtres, ses avocats tentèrent de faire valoir que les preuves ADN retrouvées sur les scènes de crime ne prouvaient pas nécessairement sa culpabilité, car elles pouvaient résulter d'un contact antérieur. Selon leur version, il n'était pas exclu que Robert ait rencontré Laketa, Julie et Iwana auparavant, et que c'est ainsi que son ADN s'était retrouvé sur leur corps. Après tout, toutes étaient des travailleuses du sexe connues, et l'accusé n'avait jamais caché qu'il en avait fréquenté dans le passé. Certes, cette théorie semblait peu convaincante, mais l'objectif n'était pas de démontrer que Robert ne pouvait pas être le meurtrier. L'objectif était de semer un doute raisonnable dans l'esprit des jurés. Et s'il existait une autre explication possible à la présence de son ADN sur les victimes, la défense espérait que cela suffirait à semer le doute. Ce n'était d'ailleurs pas leur seule stratégie pour semer la confusion dans l'esprit du jury. Concernant l'arme du crime, un pistolet Smith & Wesson Sigma Series VE de calibre 40, bien que l'accusé possédât précisément ce modèle, il avait déclaré qu'il lui avait été volé dans sa voiture en décembre 2006 plutôt opportun. Évidemment, cela ne signifiait pas forcément qu'il ne l'avait pas utilisé pour tuer, mais encore une fois, tout reposait sur l'idée de semer le doute, car si la même arme avait été utilisée pour tuer Stacy puis Rachel, 2 meurtres pour lesquels Robert n'était pas encore jugé à ce moment-là, comment pouvait-il être responsable de tous? Si son arme avait réellement été volée, alors les meurtres devaient avoir été commis par quelqu'un d'autre. Du moins, c'est ce que la défense voulait faire croire. Dans les affaires où les preuves sont circonstancielles, la défense avança l'argument suivant. Robert Hayes avait engagé ces femmes pour des relations sexuelles, laissant ainsi son ADN sur elles, puis, par pure coïncidence, ces femmes avaient été tuées par une autre personne. Et non seulement cela, mais quelqu'un avait volé son pistolet et l'avait utilisé pour tuer précisément ces mêmes femmes. Autrement dit, soit une personne qu'il connaissait avait voulu le faire accuser à sa place, soit il s'agissait d'une immense coïncidence, quelqu'un avait volé son arme et tué des femmes qu'il avait précédemment rencontrées. Non. Mais alors pourquoi Robert Hayes n'avait-il pas été jugé pour le meurtre des 2 dernières victimes? Comme mentionné plus tôt, dans le cas de Stacy Gage, les preuves étaient insuffisantes pour une condamnation et dans le cas de Rachel Bay, un procès distinct devait avoir lieu ultérieurement. Malgré cela, Robert risquait encore une longue peine de prison pour les meurtres des 3 autres femmes, voire la peine de mort dans le pire des cas. La situation s'aggrava encore pour lui lorsque le ministère public continua de faire témoigner d'autres personnes, y compris les familles des victimes. À un moment donné, la fille aînée de Laketa Gunter, Guyette Luster, déclara devant le tribunal que ses frères et sœurs et elle avaient été privés de la chance de vieillir avec leur mère à cause des actes de Robert Hayes. Comme si cela ne suffisait pas,
Pour éveiller davantage l'empathie du jury, la sœur de Julie Green, Rhonda Iwanski, prit également la parole pour expliquer que toute cette affaire avait été d'autant plus éprouvante que leur autre sœur luttait contre un cancer en phase terminale au même moment. Après leur témoignage, le docteur Anissa Faris, nièce d'Iwana Patton, poursuivit en lisant une déclaration au nom de sa famille, décrivant Iwana comme une personne profondément bienveillante et aimante qui aspirait à la paix. Constatant la tournure du procès et le poids émotionnel et matériel croissant contre leurs clients, les avocats de la défense décidèrent de changer de stratégie. Même s'il était reconnu coupable, Robert ne méritait pas la peine capitale, car rien ne prouvait que les meurtres avaient été prémédités. Comme l'expliqua l'un des avocats, si ces crimes avaient été planifiés, un étudiant en criminologie comme Robert aurait utilisé un préservatif pour éviter de laisser des traces ADN. Mais il ne l'avait pas fait, ce qui laissait penser que même s'il était coupable, les meurtres avaient été commis dans un moment de rage et non de façon préméditée, ce qui ne justifiait pas la peine de mort. D'ailleurs, selon lui, le caractère de Robert ne correspondait pas à celui d'un tel criminel, ce qu'il tenta de démontrer en faisant témoigner des proches, comme son ancienne amie Latisha Cornelius. Elle déclara devant le tribunal que Robert avait toujours été un homme doux et attentionné, du moins depuis qu'elle le connaissait, notamment envers les femmes. C'est pourquoi elle fut complètement choquée en apprenant qu'il était accusé de meurtre, car cela allait totalement à l'encontre de tout ce qu'elle connaissait de lui. Cela vous rappelle quelqu'un? N'est-ce pas ce que les gens disaient aussi de Ted Bundy? C'est un sentiment partagé par de nombreux amis et membres de la famille de Robert, dont l'un raconta même une anecdote où Robert était resté avec une femme pour s'assurer qu'elle était en sécurité après qu'un inconnu avait tenté d'entrer chez elle. Ainsi, même si le jury voyait dans les preuves ADN la preuve que Robert avait réellement tué ces femmes, et non qu'il les avait simplement fréquentées auparavant, quelque chose avait manifestement déclenché chez lui une perte de contrôle. Est-ce lié à son enfance? C'est un point que la défense tenta également de mettre en avant, rappelant que son père avait été assassiné alors qu'il n'était qu'un enfant et qu'il avait lui-même été victime d'abus sexuels dans sa jeunesse. Comme l'affirma la défense devant le tribunal, s'il était coupable, alors ces meurtres avaient été commis sous l'effet d'un trouble émotionnel ou mental extrême. Une personne qui, autrement, menait une vie productive, qui était aimée, sociable et dévouée aux autres, subit une rupture intérieure, un élément déclencheur, et il finit par avoir une relation sexuelle, puis, selon le procureur, il tire et tue ces jeunes femmes. A-t-il preuve plus claire d'un trouble émotionnel ou mental grave? Des examens cérébraux réalisés pendant sa détention auraient montré que Robert souffrait d'une ancienne lésion cérébrale et se trouvait sur le spectre autistique. Encore une fois, selon la défense, leur client était globalement une bonne personne. Mais il était possible que ce trouble du spectre autistique ait, dans certaines circonstances, été le facteur déclencheur qui l'aurait poussé à tuer. Bien sûr, le ministère public rejeta tous ces arguments comme n'étant rien d'autre qu'une tentative désespérée de la défense pour éviter la responsabilité, mais aussi comme une insulte envers les personnes atteintes d'autisme, puisqu'aucune étude ne suggère que cette condition rendrait quelqu'un enclin à la violence. C'est pourquoi les procureurs décidèrent de retourner ces arguments contre la défense. En contre-interrogeant les mêmes amis et membres de la famille qui avaient tenu des propos élogieux sur Robert, ils tentèrent de démontrer que leur perception de lui, comme un homme intelligent, gentil, qui n'avait jamais montré de signes de troubles mentaux ni de comportements impulsifs, prouvait en réalité que les meurtres étaient prémédités. En effet, comme ils l'argumentèrent, personne agissant dans un moment de colère ne prendrait la peine d'emmener sa victime dans un endroit isolé avant de la tuer. Non, s'il s'était agi d'un crime passionnel, il aurait été commis sur le moment, sur place. Comme ils l'ont dit au jury, les victimes ne sont plus parmi nous. Elles sont mortes à cause de cet homme ici.
il a pris la décision de les tuer sur une période de 3 mois. On parle d'un homme qui a pris une arme, l'a posée sur la tête d'une personne et a appuyé sur la gâchette. Il savait ce qu'il faisait. Et cet argument, comme tous les autres présentés au cours du procès, était désormais entre les mains du jury qui devait réfléchir à la question suivante. L'accusé est-il coupable ou non? Et s'il l'est, mérite-t-il la peine de mort? Sans surprise, le verdict ne tarda pas à être rendu. En réalité, seulement 7 heures plus tard, le jury revint avec sa décision. Et la décision fut la suivante. Oui, ils estimaient que Robert Hayes était coupable de tous les chefs d'accusation pour meurtre au premier degré, mais qu'il ne devait pas être condamné à la peine capitale, mais plutôt passer le reste de sa vie en prison. Pourquoi la peine de mort ne fut-elle pas prononcée? Parce que pour qu'elle soit appliquée, les 12 jurés devaient être unanimes, et visiblement au moins l'un d'eux n'était pas favorable à cette sentence. Cette décision fut évidemment un immense soulagement pour le tueur, car même s'il avait été reconnu coupable, il lui était au moins permis de vivre, un privilège que ses victimes n'avaient plus. C'est pourquoi, selon les rapports, il poussa un profond soupir de soulagement dans la salle d'audience lorsque la décision fut lue et que le juge Raúl Zambrano lui infligea 3 peines de réclusion à perpétuité à purger consécutivement, sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui signifie que le tueur de Daytona Beach mourra très probablement derrière les barreaux. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, car un autre procès l'attendait encore, celui du meurtre de Rachel Bay, pour lequel il est très probable qu'il soit également reconnu coupable. Et il existe encore une possibilité qu'il soit condamné à la peine de mort dans cette affaire, de sorte que son sort final n'est pas encore totalement scellé. Mais même s'il n'est jamais exécuté, une forme de justice a été rendue, et bien que ce ne soit pas le résultat espéré, il semble que ce fut suffisant pour le ministère public qui déclara aux médias après le procès « Même si la peine de mort n'a pas été prononcée, Hayes ne traquera plus jamais les innocents et les vulnérables. Il mourra dans notre système pénitentiaire d'État, et cela aussi, c'est de la justice. » Quant à ce que cette affaire signifie pour l'utilisation de la généalogie génétique dans les enquêtes criminelles à l'avenir, c'est une preuve de plus que cette technique fonctionne et qu'elle deviendra de plus en plus courante avec le temps. Après tout, selon Lori Napolitano, cette méthode a déjà permis de résoudre environ 70 affaires de viol et de meurtre à travers les États-Unis. Ainsi, avec le temps, espérons qu'il deviendra de plus en plus difficile d'être un monstre.